Cette bonne vieille femme, le traumatisme de toute une génération. Shutter Island. Comme d'habitude, jusqu'à mieux indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Shutter Island est l'histoire de Chuck et Teddy, deux détectives qui vont aller sur une île institut psychiatrique pour enquêter sur la disparition d'une patiente. C'est là qu'on va découvrir le passé du personnage principal, mais aussi de l'institut psychiatrique. Lorsque vous avez vu que j'ai commencé à faire des critiques d'anciens films, comme pour Interstellar et Fight Club, vous étiez plein sur Instagram et sur Twitter à me demander une critique de Shutter Island. Vous êtes énormément à l'apprécier apparemment, donc c'est le moment parfait pour en parler. Shutter Island, sorti en 2010, est un film de Martin Scorsese et c'est un film de détective mais aussi un film d'horreur. Même si beaucoup vont me dire c'est pas un film d'horreur parce qu'il fait pas vraiment peur, il y a quand même des éléments horrifiques psychologiques. Je considère que c'est une enquête dans un contexte horrifique et on a tous les éléments de l'enquête avec le détective, le passé du détective, son partenaire, le passé de l'institut où il se trouve, les interviews de personnes, la recherche d'indices, la découverte de nouveaux lieux peut-être étranges. On est clairement sur une enquête policière et on est aussi sur un film d'horreur parce que l'ambiance est vraiment glauque. L'endroit est très anxiogène, c'est une sorte d'institut psychiatrique mais c'est fait un peu comme une prison. Il y a très peu de personnes, les figurants et même les personnages qui travaillent dedans sont assez bizarres à chaque fois. Ils vont avoir l'air beaucoup trop gentils. La musique est super stressante et encore une fois anxiogène. Et le fait d'être dans un institut psychiatrique, ça rend les choses un peu plus horrifiques parce que tous les films un peu dans un institut psychiatrique vont parler des problèmes psychologiques des hommes et des femmes à l'intérieur. Et c'est vrai que pour moi, les films où il y a des créatures surnaturelles, où il y a des monstres, ça me fait pas aussi peur qu'un film avec des humains parce que je sais que les humains sont réels. Je sais que quelqu'un peut venir me cambrioler et me tuer. Je sais que quelqu'un de pas cliniquement stable peut me faire du mal parce qu'ils comprennent pas la réalité de la même manière que nous. Et c'est vrai que c'est un contexte parfait pour faire un film d'horreur parce que la chose la plus flippante pour moi surtout, c'est les humains qui ne comprennent pas ce qu'ils sont et ce qu'ils font. J'ai toujours été plus effrayé des autres humains dans les films qu'une créature mythique ou légendaire. Mais d'un autre côté, il faut pas vraiment penser que les gens qui ont des problèmes psychologiques, des troubles mentaux, je sais pas c'est quoi le terme approprié, sont dangereux pour la société. C'est le cas de très peu de personnes. Alors là, dans le film, l'endroit est spécifiquement fait pour les personnes qui ont des problèmes mais qui sont aussi dangereux. Mais dans la vraie vie, n'ayez pas forcément peur de quelqu'un qui a des problèmes. En général, les gens qui ont des problèmes comme ça, ils ont plus tendance à subir des violences plutôt qu'à être violents. Pour en avoir rencontré quelques-uns dans ma vie, même un schizophrène, tu comprends que c'est pas forcément des gens dangereux pour les autres. Ils le sont souvent pour eux, mais de manière générale, ils ont des problèmes qui sont pas comme dans les films. Donc c'est pas parce que vous voyez un film qui parle de problèmes psychologiques que tous les gens qui ont cette condition-là, ils sont problématiques. Donc n'allez pas mettre tous les gens dans la même case, mais dans le contexte du film, c'est vrai que moi ça me fait flipper. Les gens qui ne comprennent pas la réalité et qui peuvent faire du mal aux autres parce qu'ils ne comprennent juste pas que c'est du mal, je trouve ça vraiment angoissant. Et pour le coup, le film le fait très bien. T'as l'impression au fur et à mesure du film de perdre un peu la tête comme le personnage principal. Et toi aussi, t'aurais peut-être pu devenir violent vu ce qui se passe dans le film. Mais l'ambiance glauque a très bien été gérée, je trouve, parce que tous les patients ont l'air complètement tranquillisés. Et tu dis que s'ils sont comme ça quand ils sont calmes, t'as pas envie de voir le côté énervé. T'as pas envie de voir le côté plein d'énergie. Et j'aime beaucoup parce que t'as vraiment l'impression d'être dans une sorte de rêve ou dans une sorte de fantaisie. Il y a beaucoup de brume, il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui limitent la progression du personnage. Vu que c'est une île, tu vois jamais rien autour de l'île. C'est vraiment des étendues d'eau à des kilomètres. Il y a la brume qui empêche donc la visibilité. Il y a de la pluie aussi. La pluie qui empêche de voir efficacement les décors et l'environnement, mais aussi qui empêche le personnage de progresser. Les limites ont été créées pour enfermer ces personnages dans une sorte d'ambiance cauchemardesque. Et la folie, elle se ressent dès le début quand tu vois les patients, quand tu vois l'institut, les gardes qui sont peut-être sous tension un peu. Tu vois que ce qui se passe ici n'est pas forcément très net et tu vois que c'est une situation dangereuse pour tout le monde. Et j'adore les bruits parce que c'est extrêmement important pour une ambiance glauque, les bruits de pluie, les bruits de pas, les bruits de paroles ou de gémissements ou de choses comme ça. Ça rend l'endroit beaucoup moins accueillant. Et pour le coup, j'aime beaucoup le début parce que ça me fait penser à Shining. C'est un plan de haut avec une musique super angoissante. Alors c'est pas d'Issy Rae, mais c'est similaire. Tu vois clairement que Scorsese il s'est inspiré de Shining pour le début du film. En même temps, si vous connaissez Shining, vous savez que c'est un peu le même concept de film. Et puis Martin Scorsese, il a vraiment fait attention à mettre des plans sur l'institut parce qu'il y a beaucoup de plans sur les décors et plus principalement sur la sécurité de l'institut. Tu vois le nombre de portes, tu vois comment y accéder, tu vois des peintures, tu vois
des tableaux, tu vois des sculptures qui à chaque fois représentent un peu l'état psychologique du personnage principal, mais aussi des patients autour de lui. On va rapidement établir la hiérarchie des personnages pour comprendre qui a le plus de pouvoir. On va établir les lieux en dehors de l'institut, c'est-à-dire la caverne, le phare. Il y a aussi un cimetière. On va vraiment donner plein de clés différentes à la compréhension de l'histoire, tout en gardant le personnage ancré autour de l'institut. Puis il y a un vrai travail sur les flashbacks de Teddy et sur sa backstory, mais ça on en parlera un peu plus en spoiler. Sinon, comme beaucoup de films de Martin Scorsese, il y a ces fameux panoramiques de caméra qui bougent sans arrêt. Il y en a beaucoup au début parce qu'on doit vraiment présenter l'environnement et du coup c'est panoramique pour présenter ce qui se passe autour du personnage principal. Ça c'est génial parce que du coup tu as le visage du personnage et ensuite tu passes sur l'environnement pour qu'il comprenne ce qui s'y passe et comprendre beaucoup plus les enjeux. Ensuite il y a beaucoup de magnifiques plans, surtout quand il s'agit des rêves. Alors oui, l'ambiance est beaucoup plus malsaine dans l'institut, mais dès qu'on est dans les flashbacks ou dans les rêves, l'image est magnifique, beaucoup plus colorée parce que l'institut au final c'est très gris, il pleut, il fait moche. C'est pas le genre d'environnement où tu as envie de passer des vacances, mais quand tu es dans les flashbacks et dans les rêves, c'est très coloré et ça contraste énormément ce qui se passe dans le rêve. Les rêves et les flashbacks étant beaucoup plus malsains aussi, le fait d'avoir des couleurs vives, même pour le sang extrêmement rouge, ça fait un vrai contraste avec ce qui se passe dans la scène. Sans spoiler, l'une des scènes de fin, c'est l'une des scènes les plus magnifiques du film et pourtant vous savez très bien ce qui s'y passe. Il y a, il me semble, deux fonds verts assez dégueulasses dans le film au début avec le bateau et ensuite dans une scène en voiture. J'ai pas vérifié si c'est des fonds verts, mais c'est vraiment moche et je pense que c'est des fonds verts. Je sais pas si c'est fait exprès pour donner encore une fois cette allure de rêve, mais c'est vraiment mal fait et tu regardes que ça durant la scène. Tu vois que le contour des personnages sont un peu flou et tout, c'est pas très agréable à regarder. Sinon, Martin Scorsese, de manière assez horrible, il a adoré filmer les corps dans ce film. On voit beaucoup de corps de personnages, qu'ils soient en vie ou pas. Ils sont tous souvent très maigres et tu vois la vie vraiment partir de leur corps. Et ça qui est intéressant, c'est la manière dont le traumatisme du personnage principal va impacter le reste de sa vie. Et le fait d'avoir cet aspect plus charnel à la chose, ça rend le film encore plus horrible parce qu'il y aura beaucoup de maquillage, il y aura beaucoup de personnages qui seront décédés, il y aura beaucoup de personnages qui auront froid et tu vas voir vraiment la couleur de leur visage disparaître. Mais ce qui rend Shutter Island intéressant, c'est donc ce qui se passe dans la tête du personnage principal, mais aussi ce qui se passe dans l'institut. C'est le mystère, donc c'est pour ça que c'est aussi un film d'enquête. C'est que les films d'enquête, à la fin, t'as envie de savoir ce qui s'est passé. Et là, c'est clairement le cas. C'est-à-dire que le passé du personnage principal, tu le comprends qu'à la fin. Mais des indices, il y en a plein, que ce soit le dialogue avec la police, certains acteurs, il y en a une par exemple qui demande un verre d'eau dans le film. Et quand tu la vois boire, elle boit comme ça, exactement comme moi, sans verre d'eau. Il y a plein d'indices comme ça, il y a plein de choses bizarres qui ont lieu, comme des cigarettes qui disparaissent, des plans sur des sculptures qui représentent des états psychologiques, des médicaments, bref, il y a beaucoup d'indices. Et le truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'indices. Et si vous avez déjà vu un film auparavant, vous savez comment le film finit. C'est un film extrêmement prévisible aussi, vous savez ce qui s'y passe. Et au début, j'ai longtemps critiqué le fait que le film était prévisible, mais en fait, c'est pas le but du film de ne pas être prévisible. Peut-être vous avez été étonné de la fin de Shutter Island. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais compris la fin dès le début. Après, j'ai pas compris les circonstances de la fin, mais j'ai compris la finalité. Et en revoyant le film maintenant, c'est vrai que le film n'a pas pour but d'être imprévisible. Au fait, dès le début, le film te sous-entend ce qui se passe dans l'histoire et l'objectif du film n'est pas de te demander ce qui se passe à la fin, mais d'essayer de deviner pourquoi ce qui s'est passé se passe. Beaucoup disent que la fin est imprévisible et que c'est pour ça que le film est grandiose, mais c'est pas vrai. Le film est grandiose parce que la fin est justement prévisible. Et même si la fin est prévisible, ce qui est intéressant, c'est que tu n'arrives pas à deviner pourquoi la fin est prévisible. Et c'est ça qui est fort au final, c'est que tu essaies tout le long de comprendre pourquoi la fin est ce qu'elle est, parce que tu sais déjà la finalité. Et c'est plus intéressant à mes yeux que ce soit imprévisible. Parce qu'il savait, Scorsese, que le film allait être prévisible vu le contexte, vu les personnages. C'était évident ce qui allait se passer à la fin. Mais c'est pas du tout évident de pourquoi ces choses-là ont lieu. Et c'est ça qui est fort. Et la fin est juste grandiose. Je trouve que c'est l'une des meilleures fins de cinéma, mais on en reparlera plus en détail en spoiler. Thématiquement, c'est un film qui parle donc du traumatisme de guerre. Le personnage principal a fait la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui se situe au début des années 50. Du coup, tu auras des flashs sur l'Holocauste, sur des camps, là c'est Dachau. Donc ça va parler de comment la guerre brise quelqu'un et aussi des crimes de guerre, parce que bon, on sait très bien que les nazis ont fait des crimes de guerre pas possible. On va pas revenir sur ça, vous le savez très bien, mais aussi les Américains ont fait des crimes de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Vous allez me dire, oui, mais ils ont peut-être mérité tout ça, là n'est pas la question, c'est pas la morale et c'est pas le but. Le but c'est qu'ils en ont fait quand même, et ça marque quelqu'un, que ce soit mérité ou pas. Encore une fois, j'ai pas envie de débattre le sujet des crimes de guerre et de la moralité derrière. On sait tous que la guerre c'est immoral, mais faire des trucs encore plus immoraux durant quelque chose d'immoral, il y a une raison pour laquelle on appelle ça des crimes de guerre. Ça parle donc de traumatisme, ça parle de santé mentale des gens qui ont été brisés par leurs problèmes et qui arrivent plus à s'en sortir psychologiquement, et ça parle d'eux aussi, à quel point les gens qui ont des problèmes sont mal vus et écartés de la société, et à quel point tout le monde pense qu'ils sont dangereux. Et on comprend que dans tous les cas dans le film, l'ennemi est soi-même et non pas les autres, surtout les gens de l'hôpital qui essaient
c'est d'aider les gens. Alors je parle pas spécialement de ce film, mais en général les gens qui vous êtes dans ces instituts-là, ils sont là pour vous aider, pour que vous vous sentiez mieux. Mais ça parle aussi beaucoup de violence, il y aura toute une scène qui va énoncer la violence et montrer la violence de l'homme, à quel point elle est importante et à quel point elle fait des ravages, que ce soit psychologique ou même physique. Parce que tous les personnages là sont violents parce qu'ils ont connu des violences auparavant. Même si j'aime beaucoup le film et sa construction et l'ambiance, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs je trouve, surtout par rapport à deux personnages où là tu dis c'est un peu forcé, on a compris l'idée du film et ces scènes là ne servent pas à grand chose fatalement. Elles servent juste à expliquer quelques facilités scénaristiques, parce que des facilités scénaristiques il y en aura mais elles vont être expliquées par donc ces moments là, mais je trouve que ça rallonge le film de manière assez peu intéressante et on aurait pu couper une bonne dizaine voire quinzaine minutes du film. Je dis pas que c'est des mauvaises scènes, je trouve juste que ça rallonge le film de manière non nécessaire et le message du film aurait été le même sans ces scènes là. Puis après évidemment DiCaprio il est absolument incroyable, il a des scènes vraiment émouvante dans ce film et Mark Ruffalo j'aime beaucoup son jeu d'acteur beaucoup plus subtil parce qu'au début il a l'air pas du tout impliqué, au fur et à mesure tu comprends pourquoi et comment il est plus impliqué dans l'histoire. Et Ben Kingsley je trouve que c'est l'un des plus grands acteurs de tous les temps et le voir dans ce rôle c'est absolument génial, il joue un docteur de manière absolument incroyable. Et il faut aussi noter les excellentes musiques surtout durant les séquences de rêve, celle de Max Richter Nature of Daylight est absolument incroyable et extrêmement mémorable, vous l'avez sûrement entendu dans plein de musiques, de pubs ou de films mais je trouve que c'est une musique géniale et elle colle parfaitement à l'ambiance de Shutter Island. Pour conclure, Shutter Island, je trouve que c'est un excellent film. Martin Scorsese a fait un taf excellent sur l'ambiance, sur les personnages, les acteurs sont incroyables. Je l'ai revu aussi un peu à la hausse parce qu'au début je pensais que le film était moins bon parce que la fin était vraiment prévisible. Mais le but du film n'est pas d'avoir une fin imprévisible, alors pas du tout. Du coup ça rend le film meilleur. Est-ce que c'est un film culte? Je pense qu'il est devenu, surtout grâce à sa fin, grâce à ses nombreux messages sur les traumatismes et surtout grâce à son ambiance complètement glauque qui donne envie de revoir des films dans cette ambiance hôpital psychiatrique avec beaucoup de scènes mémorables et des plans magnifiques surtout dans les séquences de rêve et une musique qu'on adore. Bref, c'est un excellent film, peut-être pas un monument du cinéma, c'est un film qui a rien révolutionné mais qui a fait tout comme il faut, extrêmement efficace, sans grande surprise. Je trouve aussi que c'est un des films peut-être les moins inspirés de Martin Scorsese, mais ça n'empêche pas que c'est un excellent film qui est devenu culte et ça le mérite. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Évidemment, on comprend très vite au début du film que le personnage de Teddy, donc DiCaprio, est un patient de l'institut parce qu'il le considère comme un patient dès le début. Il lui donne aucune autorité, il lui parle comme s'il était un patient, c'est-à-dire qu'il est un peu perdu des fois. Et ils sont en mode tiens, c'est par là, viens, on va s'occuper de toi. On lui donne des médicaments depuis le début, du coup on comprend qu'il a quelque chose et qui va se passer avec son personnage. On voit que les gens sont sous tension quand il est là parce qu'ils savent que c'est le personnage le plus violent. Il y a des plans sur des personnages fous qu'on voit dans l'institut, mais aussi sur des tableaux, donc Teddy voit un peu un reflet de lui-même, que ce soit dans les sculptures ou dans les autres personnages. Il y a la scène du verre d'eau sans boire, il y a la scène des cigarettes qui disparaissent. Mais moi là où j'étais sûr à l'époque, et même maintenant en revoyant le film, qu'il était donc un patient de l'institut, c'est quand on lui donne des vêtements blancs de une, le blanc étant la couleur dans laquelle on habille les gens avec des problèmes psychologiques dans notre imaginaire collectif, mais surtout la scène où il intervient au bureau où il y a tous les scientifiques et les docteurs qui parlent, tu vois vraiment qu'il intervient à un moment où il doit pas intervenir. Et en plus de ça, tu vois que tout le monde se comporte avec lui comme s'il venait de s'échapper de sa cellule, et c'est sûrement le cas, donc c'est super intéressant ce qu'ils ont fait avec. Donc dès le début tu comprends que c'est un patient, et c'est pas grave au final, parce que le but du film c'est pas de te dire que c'est un patient parce que ça tu le comprends vite, mais de comprendre pourquoi c'est un patient, qu'est-ce qu'il a fait dans son passé. Et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indices, le fait qu'il soit malade, surtout quand il est à côté de l'eau, tu vois qu'il veut pas réellement nager, tu vois qu'il est malade dans le bateau, c'est parce qu'il a perdu ses enfants noyés, et ça tu peux pas le savoir forcément. Le fait que Rachel était son enfant et non pas sa femme, c'est assez génial aussi, parce qu'en fait il se crée une fantaisie par rapport à une femme qui a noyé ses enfants, qui porte le nom de sa fille, et ce qui est fort c'est le mélange de fantaisie en rapport avec sa vraie vie à lui justement. Vu qu'il a été traumatisé par la guerre, il a vu plein d'enfants mourir dans les camps, il a vu l'histoire se répéter concernant sa famille. Sa famille est décédée aussi et il ne pouvait rien faire parce qu'il est arrivé trop tard. Comme pour les camps nazis, il est arrivé trop tard pour sauver ses enfants. Donc ce qui est fort c'est le mélange de différents éléments de l'intrigue, parce qu'il s'imagine le monde de l'institut et donc sa fantaisie avec des éléments de sa vraie vie. Pareil avec les scientifiques nazis. Alors il faut savoir que les États-Unis ont rapatrié énormément de scientifiques nazis aux États-Unis. C'était ce qu'on appelait l'opération Paperclip, et il y avait il me semble plus de 1500 scientifiques nazis qui sont allés travailler aux États-Unis parce qu'ils avaient besoin des compétences des scientifiques nazis. Et là on voit aussi cet imaginaire collectif se créer dans la tête du personnage de Teddy. Donc pour moi ce qui est intéressant c'est de pas savoir que c'est un patient mais de comprendre pourquoi et coller les différents éléments de son intrigue et de son enquête pour essayer de définir son passé. On le voit très bien avec les interviews de détenus qui comprennent
comprennent très bien que c'est un patient aussi, surtout avec une détenue qui lui dit de courir. On voit bien qu'il a déjà interagi avec ses personnages auparavant. J'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir la femme en feu, surtout dans ses rêves. C'est qu'on sait que sa femme a voulu se suicider en brûlant la maison. C'est pour ça qu'il a décidé d'aller autre part et d'aller à leur maison de vacances, justement pour protéger ses enfants. Et on le voit bien dans cette scène de rêve. C'est pour ça que sa femme devient descendre à la fin. C'est que limite, il aurait voulu l'abandonner ici plutôt que de perdre ses enfants dans le lac. C'est qu'il s'imagine aussi une vie alternée. J'adore l'ambiance dans le bâtiment C et ce qui a été fait là-bas avec les différents prisonniers. Et tu vois que fatalement, c'est le personnage de Teddy qui est le plus violent. Parce qu'il a un entraînement militaire et parce qu'il peut défoncer tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a le personnage de George qui est presque défiguré par ce personnage de Teddy, donc qui s'appelle Andrew Landis. Il a tabassé presque jusqu'à la mort. C'est pour ça aussi qu'ils veulent lobotomiser Teddy. C'est qu'il est devenu trop dangereux pour tous les patients de l'institut. Mais c'est vrai que cette scène avec George, je la trouve un peu trop longue et un peu trop peu subtile. Cette scène avec George est intéressante parce que tu vois que c'est lui qui est Andrew Landis et tu comprends un peu la réalité. Mais je la trouve un peu trop longue, elle te donne déjà toutes les réponses. Et la scène avec Rachel dans la caverne, tu comprends clairement que c'est une imagination. Tu te demandes comment elle peut se nourrir, tu te demandes qui elle est. Et la scène avec Rachel, je la trouve pas forcément essentielle. Je trouve que le film aurait pu marcher sans elle et aurait pu être aussi cohérent. Après oui, c'est intéressant parce que du coup il se crée aussi un imaginaire et une enquête, mais il y avait moyen de faire ces deux scènes là de manière un peu plus subtile, parce que là quand tu vois ces deux scènes là, tu te dis ah oui, le mec est complètement barré quoi. Et le personnage de Teddy est un militaire, mais il est beaucoup trop fort en escalade, c'est impressionnant. Et il y a cette fabuleuse scène en voiture où on parle de la violence des hommes, mais il y a une réplique à la fin qui dit qu'on se connaît depuis des siècles. Et en fait ça fait parallèle donc à la violence des personnages et de l'humanité. Les hommes sont de manière générale assez violents, et de l'autre côté ça fait référence aux nombreuses fantaisies que le personnage de Teddy a vécu plein de fois en boucle. Donc siècle, ça fait référence à ces deux choses-là et je trouve cette scène géniale. Dommage qu'on n'a pas eu plus de scènes avec ce personnage, je trouve que le jeu d'acteur est top. Puis évidemment, la scène de la révélation est extrêmement forte en émotion, tu comprends vraiment ce qui s'est passé et pourquoi Teddy est devenu fou, et tu comprends son traumatisme. Il a tué sa femme dans cette magnifique scène où tout est vert, tout est bleu, tu vois les enfants justement sans couleur sur leur visage parce qu'ils sont décédés, et tu vois vraiment le chagrin de ce personnage-là qui va jusqu'à tuer sa femme. Et là, tu comprends vraiment grâce aux différents éléments de l'intrigue ce qui s'est passé, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver les pièces du puzzle avant d'arriver à la fin, et sans avoir vu le film une première fois, c'est difficile, voire même impossible de comprendre vraiment tout ce qui s'est passé. Mais ça reste une scène extrêmement émouvante, je trouve le jeu de DiCaprio phénoménal, et le retournement de situation extrêmement bien fait, et la fin est parfaite. Parce que du coup, tu as le personnage de Mark Ruffalo et de Ben Kingsley qui ont expliqué la situation au personnage de Teddy, et ils leur disent, écoute, si maintenant t'arrives pas à te sortir de cette fantaisie, on va devoir te lobotomiser, et donc tu vas perdre ton identité et qui tu es. Grosso modo, tu vas mourir. Et c'est pour ça que je trouve pas que la fin de Shutter Island est une fin spécialement ouverte. C'est qu'il y a deux options. Il y a une option où Teddy est encore dans sa fantaisie et il va se faire lobotomiser. Et il y a la vraie fin d'après moi qui est fortement sous-entendue dans le film, qui est pour moi la seule et unique fin. C'est que Teddy a compris qu'il vivait dans une fantaisie, mais il a décidé à cause de son chagrin de quand même se faire lobotomiser. C'est pour ça qu'il y a cette phrase qui dit est-ce que tu préfères vivre comme un monstre ou mourir comme un héros? Parce que en tant que policier détective, c'est un héros, et en tant que mec qui a tué sa femme, c'est un monstre. Donc il préfère mourir dans sa fantaisie plutôt que de vivre en tant que monstre. Et j'adore cette fin parce qu'elle est juste géniale. Ça montre le fait que Teddy est passé à autre chose et qu'il est sorti de sa fantaisie. Et de l'autre côté, c'est un beau message de fin. C'est qu'au final, il préfère mourir avec dignité parce qu'il ne pouvait pas vivre avec son chagrin. Et même la réaction de Mark Ruffalo quand à la fin il appelle Teddy et il n'a pas du tout de réaction, ça montre vraiment qu'il est passé à autre chose. Et qu'il s'est rendu compte de la fantaisie mais qu'il préfère quand même mourir. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le personnage principal est venu à cet hôpital psychiatrique en tant que détective. Et au fur et à mesure, on l'a manipulé à cause des médicaments et il est devenu fou progressivement. Et donc il y a une sorte de conspiration et il y a des nazis scientifiques et tout ce que vous voulez. Oui, en soi, c'est une théorie qui fonctionne dans le film. Je trouve pas qu'il y a beaucoup d'éléments qui te font penser le contraire. Il peut y avoir une conspiration, il peut y avoir une sorte de cible sur le dos de Teddy, d'accord. Mais je trouve que c'est une théorie peu intéressante parce que le message du film est bien plus fort tel qu'il est. Un homme qui s'est rendu compte de la vie qu'il a menée, de ses chagrins et qui arrive à passer à autre chose. Même si pour lui cette autre chose, c'est la mort ou du moins la lobotomie, il préfère mourir digne. Alors qu'une histoire de conspiration avec un mec qui se fait manipuler au fur et à mesure, c'est quoi le message de fin? Que le gouvernement a gagné, que les conspirationnistes ont gagné, c'est pas intéressant je trouve. Enfin bref, voilà pour ma vidéo de Shutter Island. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Avez-vous adoré, détesté? Surtout la fin, qu'en pensez-vous? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.